Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 800 000 beaux-parents vivent avec des enfants que leur conjoint a eu avant l'union. On va vous en présenter un aujourd'hui. Une belle-mère, en l'occurrence, de fiction, mais en est-on bien sûr? On lui posera la question. Elle a été créée par Sophie Adriensen. Elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule, vous le savez, en cette année 2025, on réveille sa culture générale. Cette semaine, en partenariat avec les arènes BD. Alors, je vous ai annoncé vendredi dernier qu'on parlerait argent, mais la grippe a touché notre invité et on a décidé autrement. Finalement, on parle histoire de la conquête spatiale. Question du jour, pourquoi la fusée de Tintin dans Objectif Lune est-elle décorée par un damier rouge et blanc? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Arnaud Delalande. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier, sujet du cours particulier du jour, rien moins que le bonheur à l'école. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Sophie Adriensen, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes autrice, notamment, mais pas exclusivement pour les jeunes, et vous signez avec l'illustratrice Matou, Figurante, journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle. C'est chez Robert Laffont. L'histoire à la première personne d'Anne-Laure, qui tombe amoureuse de Dan. Elle entre dans l'histoire, lestée d'un Yuka. Dan, lui, il entre dans l'histoire, lesté d'un enfant issu d'un premier mariage, la craquante Myrtille. Et on suit, sur une quinzaine d'années, les très hauts et les très bas aussi de la relation entre belle-mère et belle-fille. Je commence par la fin et par les remerciements que vous avez rédigés. Vous dites que vous êtes belle-mère de 2 garçons, mais que vous n'avez connu dans la vraie vie que les bons côtés. C'est entièrement une œuvre de fiction, Anne-Laure ? Évidemment pas. Ça l'est jamais. Je pense même que je ne serais pas allée vers ce sujet si je n'avais pas été concernée au premier chef par ce statut-là, de même que la dessinatrice, d'ailleurs, qui était, comme moi, belle-mère avant d'être maman. Mais je n'ai pas connu la garde partagée, la garde alternée, c'est-à-dire que je n'ai eu mes beaux enfants que pour les vacances. Donc sans les contraintes, par exemple, scolaires, sans tous les soucis d'organisation, tout ce qui peut être matière à crispation finalement. C'est pour ça que je dis que c'est seulement les bons moments. Ouais. Je reste sur les annexes et sur la fin. Après, évidemment, on va reprendre par le commencement. Des annexes qui tracent le panorama du statut de beau-parent. Je dis statut en France, mais en 2025, le beau-parent, il a ni droit, ni devoir, enfin, à très rares exceptions près, alors que dans plein d'autres pays, c'est pas pareil. Oui, on est effectivement un peu en retard sur ce sujet, alors que les beaux-parents, vous l'avez dit, sont très nombreux, et que de fait, ils sont là pour s'occuper des enfants, pour se rendre, par exemple, aux réunions dans les établissements scolaires. Enfin, ils sont présents, mais juridiquement, eh bien, on peut leur opposer ce vide, et en fait, les empêcher finalement d'agir dans des situations d'urgence, par exemple, parce que ce lien n'est matérialisé par rien dans les textes. Il y a d'ailleurs un certain nombre de situations où, après un divorce, par exemple, les beaux-parents cessent totalement de voir les enfants, enfin leurs beaux-enfants, alors même que parfois ils ont passé plusieurs années ensemble et ont contribué à leur éducation. Le livre, il commence pendant plusieurs années par une histoire toute rose. C'est beau fixe ou peu s'en faut. Oui, en général, les histoires d'amour commencent Sinon, bien. Ça ne fait pas des histoires d'amour. Voilà. Et donc, effectivement, tout commence bien entre Anne-Laure et Dan. Et Anne-Laure tombe amoureuse de cet homme qui, très vite, lui présente cette petite fille qui pèse un peu plus lourd que le yucca dans la balance qu'Anne-Laure s'amuse à imaginer. Et Anne-Laure tombe en amour pour cette petite fille qui a à peu près 2 ans, en fait, quand ils se rencontrent. Et Anne-Laure, vous lui attribuez un âge, elle est jeune. Oui. Je ne sais plus si vous donnez exactement son âge, Ouais. mais c'est le cas de la majorité, enfin non pas de la majorité, mais 22% des belles-mères ont moins de 30 ans en France. Et ça, c'est quand même un détail qui a son importance, d'être belle-mère avant d'être mère et d'avoir moins de 30 ans, parce qu'on devine qu'elle a moins de 30 ans de toute façon. Oui, c'est-à-dire que quand Anne-Laure fait cette rencontre amoureuse, elle ne s'est pas posée pour elle-même les questions sur ses possibles envies de maternité. Donc là, elle rencontre un homme, ensuite elle le voit en tant que père, une fois qu'il lui a présenté sa fille, mais elle ne s'est pas demandé quel chemin de parentalité elle souhaite emprunter le cas échéant. Et finalement, sa réflexion va forcément se nourrir aussi de ce qu'elle a sous les yeux, de ce qu'elle vit, puisqu'elle va finalement choisir de faire un enfant avec Dan. Parce qu'en gros, elle se dit, belle-mère, c'est chouette. Elle se découvre des ressources qu'elle ne soupçonnait pas, et elle se dit, bon ben voilà, de belle-mère à mère, ça doit être jouable, quoi. Parce qu'elle a surtout les bons côtés avec cette petite fille-là, qui l'aime d'un amour a priori inconditionnel, parce qu'elle est une figure d'attachement supplémentaire. Je rappelle qu'elle est vraiment petite à la rencontre. Ça peut être différent quand on rencontre des beaux enfants adolescents, par exemple. Mais là, la petite fille, en fait, elle prend. Il y a une gentille dame
amoureuse de son papa et dont son papa est amoureux. Donc, et en plus, offre des macarons, c'est quand même sympa. Et qui lui achète des pâtisseries, voilà. Donc, c'est une dose d'amour supplémentaire que l'enfant prend et qu'Anne-Laure est ravie de donner parce qu'elle reçoit aussi de l'amour en retour. Donc, c'est effectivement très rose au début. Vous avez mentionné l'adolescence, c'est là que tout se gâte, ou la préadolescence, la lisière de l'adolescence. Oui, le livre s'ouvre d'ailleurs par cette phrase que je pense la plupart des beaux-parents ont entendue. Ouais. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. Cette espèce de rejet. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Moi non plus, ça tombe bien. De toute façon, t'es pas ma mère, alors ce sera compliqué. T'as raison, c'est même la seule bonne nouvelle dans tout ça. Ouais. C'est-à-dire que les disputes qui peuvent survenir, disputes, le mot est gentil, à l'adolescence, là, sont exacerbées aussi par cette tierce personne. Et évidemment, l'ado joue sur le fait qu'il n'y a pas de lien de sang et qu'elle peut renvoyer ça à la figure de la belle-mère. Alors, on va assez vite avoir une quatrième personne dans l'histoire, la fille que Dan et Anne-Laure ont ensemble, mais il y en a quand même une cinquième qui prend de plus en plus de place au fil des pages, c'est l'ex de Dan, c'est Clotilde, c'est la mère de Myrtille. Oui. C'est toujours un ménage à trois, en fait. Oui, c'est un ménage finalement nombreux, parce qu'en fonction des sujets, c'est à géométrie variable. Et là, l'enfant grandissant se pose les questions de son orientation, par exemple. Donc dès qu'il y a des choix à faire, eh bien, les parents sont impliqués. Et là, Anne-Laure, qui est présente, se retrouve finalement en retrait. Sa parole a moins de poids. Elle en souffre et elle doit composer avec cette deuxième femme qui était dans l'ombre au début quand il y avait moins de décisions d'importance à prendre pour l'enfant. Ouais. Moins de décisions d'importance à prendre et aussi une situation post-rupture entre le mari et celle qui est désormais son ex-femme. Et puis les années passant, l'oubli sans doute faisant un petit peu son œuvre, chacun se reconstruisant par ailleurs, une relation dont on a l'impression qu'elle le couple parental, d'ailleurs on lui suggère même de survivre au divorce, parce que c'est quand même mieux aussi à un moment donné que les parents puissent se parler pour que l'enfant aille bien. Oui, et puis ce qui est aussi compliqué dans cette situation qui est très fréquente, c'est que la mère de Myrtille veut bien asseoir sa légitimité en matière d'autorité et Anne-Laure, qui a acquis une légitimité parentale en devenant mère de la deuxième fille de Dan, elle n'est pas supposée s'exprimer du point de vue de la mère de Myrtille pour tout ce qui concerne Myrtille, alors que Anne-Laure vit avec Myrtille la moitié du temps depuis ses 2 ans. À ce stade de l'histoire, on comprend que Clotilde, elle cherche à atteindre Anne-Laure à travers sa fille, mais il y a un moment où vous instillez le doute. Est-ce que finalement, cette fille, Myrtille, elle n'a pas instrumentalisé sa mère pour atteindre Anne-Laure? Enfin, il y a aussi la façon, on sait que les enfants, joli lapsus, peuvent jouer les parents l'un contre l'autre. Bon, mais ça, c'est un grand classique de l'éducation. Les beaux enfants peuvent jouer aussi le parent légitime contre le beau-parent. Et réciproquement. Alors là, justement, j'ai choisi d'être uniquement dans le point de vue d'Anne-Laure. C'est son journal, elle s'exprime à la première personne du singulier. Donc, on ne sait de ce qui se passe que ce qu'elle rapporte. Et donc, elle n'est au courant de ce qui se passe entre Myrtille et sa mère au domicile de Clotilde, donc quand elle n'est pas là, que par le prisme de Myrtille, 1 semaine sur 2. Donc, impossible pour elle de savoir si vraiment Clotilde finalement lui bourre le mou avec des idées mauvaises, la traitant de sorcière notamment, les semaines où sa fille est avec elle, ou si c'est Myrtille qui en joue parce qu'elle a senti une faille et qu'elle s'y engouffre avec bonheur dans l'idée de je ne sais pas. D'ailleurs, avec quelle idée. Et Anne-Laure ne... Vous laissez de toute façon l'hypothèse ouverte. Oui. Et de toute façon, Anne-Laure ne sait pas. Mais voilà. Le doute, c'est un poison. À partir du moment où elle a ce doute, la situation commence à s'envenimer. Voilà, et donc on part d'une situation tout à fait idyllique. Le couple qui se forme parce qu'ils s'aiment, ça se passe bien avec la belle-fille. Un enfant arrive, ça se passe encore mieux. Et là, comme vous avez dit, le doute s'instille, le poison du doute et de la jalousie et d'un tas de trucs un petit peu désagréables. Ouais. Comme ça va être désagréable, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, avant de passer au moment un petit peu désagréable. Vous allez voir, après il y a des choses agréables quand même. Et cette petite pause, vous le savez, c'est l'Anti-Sèche. Anti-Sèche, cette semaine consacrée à la conquête spatiale.
Anti-Sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On révise sa culture générale au programme toute cette semaine. L'histoire de la conquête spatiale. On est en partenariat avec les arènes BD. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi la fusée de Tintin dans Objectif Lune est-elle décorée par un damier rouge et blanc? Arnaud Delalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de 13 romans chez Grasset et Robert Laffont, prolifique scénariste de bande dessinée, et vous signez cette formidable Odyssée de l'espace, sous-titre Une histoire de la conquête spatiale. Très bel ouvrage illustré par Éric Lambert. Je précise aussi qu'il a été réalisé avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de la Société astronomique française. Et vous avez notamment profité des conseils de Nathalie Tingeot, qui est chef du projet Histoire et conseillère affaires extérieures à l'ESA. Alors, pour répondre à la question, pourquoi cette fusée de Tintin, elle est décorée par un damier rouge et blanc? Parce que le damier permet de calculer en fait le roulis, le tangage et puis les basculements de la fusée. Donc ensuite, ça permet de profiler son équilibre en cas de rotation dans l'espace. Donc en effet, Hergé s'en est inspiré pour Tintin. Et c'était initialement, ça venait des fameux V2. Voilà, les origines ne sont pas du tout pacifiques. Alors non, comme souvent, les origines sont malheureusement guerrières. C'est vrai. Et alors, c'est même une ironie de l'histoire, parce que tout commence avec les nazis, pour tout dire, puisque c'est donc Adolf Hitler qui espère, avec les V2, emporter la Seconde Guerre mondiale. V2, c'est le nom de sa fusée, qui est un missile, en fait. Qui est un missile. Il va faire 2 essais, mais on est déjà en septembre 1944, à Maison-Alfort. Il y en a un qui va une 6 morts, 36 blessés, quand exactement. même. Ouais. Et puis aussi à Chiswick, près de Londres. Et donc ça va. Mais alors il arrive trop tard, heureusement pour tout le monde. Mais donc tout ça a été conçu depuis la base de Peenemünde, où il y avait un certain nombre de scientifiques nazis. Or, évidemment, c'est une île, c'est ça, en Allemagne du Nord. C'est ça. Ouais. Et alors au moment où la guerre s'achève, eh bien les scientifiques vont être fort maris, parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils n'osent pas trop venir en France parce que on a été un petit peu occupés par les nazis aussi, Vichy, tout ça. Donc ils se disent c'est pas très bon pour nous. Ouais. Donc ils vont aller se jeter dans les bras des Américains. Et donc les premiers scientifiques qui vont travailler sur le programme spatial américain sont issus viennent des nazis, en fait. Vous reproduisez un peu des dialogues. Ils se disent, en gros, il vaut mieux dealer avec les Américains. C'était moins dangereux. Ils passeront l'éponge sur le fait qu'on a fait... oui, on ne savait pas trop s'ils allaient passer l'éponge, mais justement, l'enjeu pour eux, c'était... Plus de chance, en tout cas. Ils vendent leur cerveau, on va dire, aux Américains. Et donc, évidemment, Werner von Braun, qui est le chef le plus célèbre d'entre eux, Werner von Braun, il faut le dire, va préparer les premiers essais de lancement de fusée à White Sands, au Nouveau-Mexique, et puis ensuite préparer les programmes Mercury, Apollo, etc. Donc, sur lesquels on va revenir pendant toute cette semaine. Un mot quand même, Arnaud Delalande, c'est pas totalement un hasard si on ouvre cette série avec Tintin, avec les imaginaires, parce que les imaginaires, en BD, en roman, évidemment au cinéma, ils occupent une place fondamentale et on les retrouve beaucoup d'ailleurs dans votre livre. Oui, parce qu'on a voulu traiter aussi, bien sûr, il y a l'histoire de la conquête spatiale en tant que telle, mais il y a aussi, j'allais dire, l'histoire de l'imaginaire. Vous savez, Malraux parlait du musée imaginaire, il y a tout un musée imaginaire spatial de la pop culture aussi. Donc on ne peut pas parler d'espace sans parler des grands films de science-fiction, depuis Planète Interdite, La Guerre des Étoiles, Star Trek, etc. Nos animés d'enfants, 2001, évidemment, l'Odyssée de l'espace, bien entendu. Auquel vous empruntez le titre. Voilà, et puis les dessins animés, enfin toute la pop culture qui est associée à l'espace et qui permet des respirations dans l'ouvrage aussi et de parler de cet imaginaire. Et on est en 2025, le livre s'appelle L'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale. Il est extraordinairement réussi, superbes illustrations, je dois dire. Les dialogues sont très bien aussi. Il vient de sortir aux arènes BD et on retrouve Arnaud Delalande demain. Question pour demain, quel pays s'est fixé pour objectif d'être la première puissance spatiale d'ici 2049 ? On vous laisse réfléchir jusqu'à demain. D'ici là, on poursuit avec le grand oral. La suite. Sophie Andriansen qui signe donc avec Matou, figurant de Journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle, c'est chez Robert Laffont. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Donc non seulement on sent que Myrtille, la belle-fille, commence à se comporter de manière un petit peu désagréable avec sa belle-mère Anne-Laure, mais Dan, le mari, prend à son tour des positions qui insécurisent Anne-Laure. Oui, et là, c'est le méchant effet boule de neige. Lui, il est dans une espèce de conflit de loyauté et Anne-Laure a l'impression qu'il prend systématiquement le parti de sa fille, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Anne-Laure prend conscience aussi que l'équilibre pour elle, l'équilibre qu'elle cherche à atteindre, idéal, ne sera jamais le même que celui qui convient bien à Dan, parce que Dan, il se sent complet quand il est avec Anne-Laure qu'il aime et avec ses 2 filles, celle qu'il a eue avec Clotilde, celle qu'il a eue avec Anne-Laure. Pour Anne-Laure, la situation idéale, la famille cocon, c'est quand elle est avec son homme et avec sa fille, sans la belle-fille. Donc ça, c'est irréconciliable en fait. Et Anne-Laure a beau avoir
accepter et aimer Dan d'emblée avec son enfant. Dan a beau avoir choisi une compagne sans enfant à la rencontre, ça, en fait, ce décalage, il est permanent, encore une fois, irréconciliable. Et donc, on ne peut que tenter de composer avec ça. La famille recomposée, ça ne marche pas seulement parce que le beau-parent va avoir un comportement adapté, un comportement fin, il faut aussi que le parent joue son rôle avec finesse. Et là, Dan, à un moment, on se dit quand même, il rassure pas sa femme, quoi. Non, Dan va un peu trop dans le sens de Myrtille, mais aussi au travers elle de Clotilde. Son ex. Voilà. Et c'est ce qui provoque. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette histoire sans divulgacher, mais c'est ce qui provoque finalement la fin du couple. Ça y est, c'est fait. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ils se séparent en fait. Voilà. Mais ça m'intéresse. Mais la vraie histoire, c'est la relation entre Anne-Laure et sa belle-fille. Mais oui. C'est pas avec Dan, donc ça se continue après. C'est peut-être là qu'on va pas tout divulgacher. Oui. Mais il y a un moment où les choses, où le dialogue se renoue. Je voulais interroger ça. Qu'est-ce qu'il reste d'un lien entre un beau-parent et son enfant quand ils ont passé, ça peut être ici c'est 15 ans, ça peut être 10, ça peut être 20, enfin, en fonction des configurations. Quand ils ont passé des années à vivre la moitié du temps ensemble, à partager énormément d'aspects de leur vie, parfois des choses très très intimes. Au moment de la puberté, par exemple, il y a des événements que Myrtille vit. Les premières règles, c'est Anne-Laure qui gère. Voilà, parce que ça tombe une semaine où elle est chez son père et elle n'a pas envie d'en parler à son père. Voilà. C'est Anne-Laure qui est là. Donc, il y a des partages très, très forts. Qu'est-ce qui reste de cette vie commune quand le couple se sépare? Si c'est le cas, je voulais interroger ce lien qui parfois perdure, parfois ne perdure pas. En tout cas, il a été créé. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qui est un super beau lien. Alors, à la fin, il y a un certain nombre d'annexes que j'ai beaucoup aimées. Il y en a toute une page, c'est page 210. Être belle-mère, c'est accepter que sa ou son conjointe ait eu une vie amoureuse avant. Bon, ça, on a envie de dire, même sans être belle-mère, quand on se met avec quelqu'un, il vaut mieux accepter ce genre de choses. Accepter de ne pas avoir connu sa ou son conjoint sans enfant. Parce qu'en fait, les gens changent, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, et ça veut dire que... c'est aussi ce qui provoque, à l'inverse, des séparations. Elles sont très fréquentes. Le baby clash, on sait, c'est à peu près un couple sur deux qui se sépare dans l'année qui suit l'arrivée d'un enfant, dans les couples qui n'en avaient pas précédemment, parce qu'ils se découvrent parents l'un l'autre, et eh bien, ça peut être un tout autre visage pour l'individu. Là, en l'occurrence, Anne-Laure, elle connaît ce visage-là chez Dan, mais du coup, elle ne connaît pas le Dan peut-être un peu plus insouciant avant l'époque des responsabilités parentales. Donc là, il y a eu une acceptation à faire. Autre acceptation, que le deuxième parent de l'enfant soit potentiellement toujours dans les parages. Oui, parce que vous l'avez dit, en fait, le couple parental, il est amené à durer éternellement. Accepter d'endosser un rôle qui ne sera jamais le principal pour l'enfant, on en a parlé. Accepter les comparaisons et qu'elles ne soient pas à son avantage. Ah oui, ça, ça fait beaucoup de mal à Anne-Laure, mais en fait, à partir du moment où il y a en plus un nouvel enfant, il y a de toute façon des principes éducatifs ou même des habitudes de vie qui vont être comparées. Vous suggérez aussi de pouvoir tester les aptitudes de parents de son ou de sa conjointe avant de se lancer avec elle ou avec lui dans l'aventure de la parentalité. Ça, c'est la vraie chance, en fait, que la beau-parentalité permet. On voit l'autre. En tant que... c'est ça. Il y a une compétence parentale, avec des gros guillemets, qui peut être validée. Compter, je trouve très poétique, sur une plus grande élasticité du cœur. Bah oui, parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, quand ça se passe bien, c'est formidable. Faire de son mieux et accepter que ce soit déjà pas mal. Ça, je pense que ça peut être une règle de vie en général. Vous faites également une liste de belles-mères sympas et pas sympas dans les films, dans les séries. On va pas toutes les citer. Vous avez des chouchoutes, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont omniprésentes. Hein, depuis la marâtre des contes, il y a quand même une sacrée image. Hein. En fait, oui, effectivement, dans les contes, elles sont globalement pas sympas. J'ai pas de préférence, mais ce que je trouve bien, c'est qu'en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y a presque autant de belles-mères sympas dans la fiction que de belles-mères pas sympas. Voilà, alors on a, Gloria dans Modern Family, dans la série, elle est absolument extraordinaire. Claire dans Tout va bien, série de Camille de Castelnau chez Disney+, il y en a un certain nombre. Et puis alors, dans Les Méchantes, là on remonte plus, on se rend compte finalement qu'aujourd'hui on a plus, alors c'est peut-être un effet de votre sélection, mais peut-être pas non plus, que vraiment cette image de la marâtre, on est allé la chercher chez Grimm, dans les contes, dans les romans de la comtesse de Ségur, Madame Ficchini, voilà. Je crois qu'en fait, la belle-mère sympa, elles sont plus dans des trucs récents. Oui, des romans ou des séries
série actuelle, c'est peut-être une espèce de réponse à une volonté de déboulonner cette statue pas cool du tout de la belle-mère des comtes, de la marâtre, avec laquelle on a grandi, en fait. Il y a des citations également. J'adorais ce proverbe espagnol. « Belle-mère, fut-elle de sucre, est amère. » Ouais. Avec en plus le A mère, enfin le A privatif. C'est ça, j'ai compris le truc. C'est lacanien, votre machin. Non, il faut beaucoup de concentration pour lire le livre de Sophie Adriaensen. Je rigole, il faut de la concentration, mais c'est surtout un grand plaisir. Je ne voulais pas vraiment montrer, regardez l'intérieur, c'est pour que vous voyez le style des dessins. C'est peps, c'est une alternance de récits. Comment vous l'appelez ça, dire un roman graphique finalement? Oui, nous on dit journal illustré. Journal illustré, voilà, ça fonctionne bien parce que ça raconte plein d'histoires. L'idée quand même, c'est que l'enfant devient le pivot de la relation amoureuse, que ce soit son enfant ou que ce soit un enfant qu'on n'a pas fait. Ah bah oui. À partir du moment où il y a des enfants dans un couple. Oui, bien sûr. Donc le couple a intérêt à être solide pour résister à ce tremblement de terre qui est provoqué par l'enfant, qu'il soit né du couple ou qu'il ait été là avant. Bien sûr, c'est l'élément central finalement autour duquel le couple gravite. Vous avez dit belle-mère, c'est le titre de la rubrique dans laquelle vous donnez les surnoms des belles-mères. Et ça, c'est aussi extrêmement amusant. Alors en suédois, c'est les bonus mamas. Ouais. Ça, je trouve ça super, parce que c'est une mère en plus. On sent là tout le côté positif. Alors qu'en français, on est avec ce belle-mère qui a deux sens, qui a le stepmother ou le mother-in-law en anglais, qui fait que quand on dit belle-mère, on doit toujours préciser est-ce qu'il s'agit de la mère de mon conjoint ou de... ou de la belle, exactement. Qui est Anne-Laure. Mother-in-law, ça a vraiment un côté mère dans la loi assez administratif. J'apprenais aussi que le terme belle-mère est également employé de manière péjorative en politique québécoise. Je ne sais pas si vous en souvenez, sinon je lis. Oui. Pour désigner un ancien Premier ministre critiquant son ancien parti. Ou alors en botanique pour surnommer le cactus. Qui n'est pas une... Non, c'est pas sympa. Plante très sympa. Bon. Et la langue de belle-mère désigne quant à elle soit un cotillon, soit une plante de la famille des succulentes. Je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble. Et il y a cet étui à belle-mère aussi, qui est le surnom qu'on donne au coffre de toit. Je vous laisse imaginer pourquoi. C'est pas sympa non plus. C'est quand même extrêmement désagréable tout ça. On disait qu'il y a des pays, qu'en France on est un petit peu retardé sur les droits des beaux-parents. Il y a des pays quand même où ces droits sont nettement plus affirmés, notamment Allemagne, Danemark, Pays-Bas. Voilà, les pays scandinaves, c'est globalement des puits de bonnes idées en matière d'initiatives dans l'éducation. Et c'est le cas aussi pour ce qui concerne les beaux-parents où ils ont un statut reconnu. Oui. Et également, en Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire de parents. Une belle fille, je termine par cette citation qui vient à la fin, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est comme un correspondant allemand. Vous vous marrez. C'est pas moi qui le dis, c'est le personnage. C'est le personnage, bien sûr. Le personnage. Une belle fille, c'est comme un correspondant allemand, c'est sympa, on est même fier de l'avoir chez soi, mais ça oblige à prévoir tout un tas de choses qu'on ne ferait pas en son absence, et on finit vite par ne plus attendre que le moment où elle rentrera dans sa maison. Il y a quand même une astérisque, vous en souvenez? Oui, parce que le Gunther, le correspondant allemand, on lui doit quand même 2-3 bons souvenirs. Et notamment la découverte des strudels au beau milieu de votre année de 4e, et ça, c'est pas rien. Si je vous posais ces questions, c'est aussi pour montrer qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse dans ce livre. C'est ce qui le rend aussi attachant, extrêmement instructif aussi. Vous l'aurez compris, Sophie Adriaensen. Les illustrations sont de Matou, journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle. Le titre, c'est Figurante, et ça vient de sortir chez Robert Laffont. Sophie Adriaensen, si vous le voulez bien. Chaque semaine, on prend un cours particulier autour de la pédagogie. On voyage notamment dans le monde entier. Alors, on va vraiment le faire aujourd'hui puisqu'on parle d'une initiative de l'UNESCO avec Marie-Olivier. Initiative qui vise rien moins qu'à favoriser le bonheur à l'école. Vaste programme. Cours particulier, donc notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On parlait d'initiative pédagogique. Le bonheur à l'école aujourd'hui, initiative mondiale. Elle a été mise en place par l'UNESCO. Oui, Happy Schools, Écoles heureuses en bon français, c'est le nom de l'initiative de l'UNESCO et d'un rapport qu'ils ont sorti en mars dernier. Ça peut être surprenant venant d'une institution internationale comme l'UNESCO et pourtant, c'est très sérieux. On va définir les choses. Happy Schools, qu'est-ce qu'ils veulent montrer à travers ça? Le constat remonte en fait à quelques années. Les écoles sont plus qu'un endroit d'apprentissage pur, elles peuvent aussi incarner un endroit sûr et protecteur pour des enfants, en particulier ceux qui vivent au quotidien dans des conditions difficiles. Donc ça peut être même le seul endroit où ils peuvent s'épanouir dans un pays en guerre ou s'ils vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Donc le rôle de l'école va bien au-delà des apprentissages des savoirs, ça concerne aussi
le développement plus global de l'enfant, les savoir-être et les savoir-faire. Il a été lancé quand ce projet École Heureuse? C'est Happy Schools. Alors ça a été lancé en 2014 à Bangkok, en Thaïlande. C'était vraiment l'idée pour comprendre le lien entre le bien-être et la joie que pouvaient ressentir les enfants à l'école et l'impact de ce sentiment sur les apprentissages. Et il y en a un impact. Et oui, si l'enfant est heureux, il apprend mieux. Une étude de l'université d'Oxford l'a prouvé, mais attention, c'est pas magique. Ce serait trop simple. Hein, c'est ça, c'est pas parce qu'un enfant est heureux qu'il faut qu'il fasse moins d'efforts que les efforts d'apprentissage soient amoindris. Évidemment, ce serait trop facile. Ok, alors quelles sont les recommandations du rapport de l'UNESCO? Les enseignants, j'imagine, ont comme toujours un rôle essentiel à jouer. Bien sûr, un rôle essentiel. Ce sont eux qui ont la responsabilité de mettre en place un cadre bienveillant dans la classe, d'encourager les enfants à travailler ensemble, à prendre des risques aussi pour progresser plus rapidement. Ils leur font aussi comprendre que les erreurs, c'est pas grave et qu'il faut en faire pour apprendre. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On sait que certaines classes sont surchargées et que les programmes sont très exigeants. Mais voilà, j'imagine que le rapport ne met pas l'entière responsabilité de ces écoles heureuses sur les épaules des enseignants. Non, l'UNESCO insiste là-dessus. Les personnes, donc tout l'écosystème, les profs, les parents ont évidemment un rôle à jouer, mais ça doit aussi se refléter via des politiques éducatives, donc par exemple des programmes scolaires moins chargés ou des pédagogies différentes. Ça passe aussi par un lieu, une école, qui soit accessible et saine, et la promotion de valeurs comme l'inclusion et la confiance. Il y a quelques exemples assez spectaculaires, je crois, notamment autour du Yémen. Oui, alors le Yémen, un pays du Moyen-Orient qui est rongé par la guerre civile depuis 10 ans. Depuis 2014, 3000 écoles ont été détruites, et au total, ce sont 2,7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc ça représente un tiers des enfants en âge d'aller à l'école. C'est énorme. Et d'autre part, les enseignants sont payés de manière irrégulière et certains sont même victimes d'attaques. Donc vous avouez que ce n'est pas un environnement très propice aux écoles heureuses. Et donc comment ils ont fait pour finalement que les écoles yéménites soient des écoles heureuses? Mais justement, dans ces conditions, c'est vraiment là où les écoles peuvent être un îlot de paix et d'épanouissement pour les enfants. Au Yémen, l'UNESCO a en fait lancé un partenariat avec une fondation locale et avec le ministère de l'Éducation. Et les enseignants ont mis en place des choses très simples. Donc, ils ont été formés, des choses très simples dans la classe. Changer l'agencement, ajouter des décorations faites par les élèves, favoriser les travaux de groupe. Donc, tout un ensemble de choses. Et ouais, on a des premiers résultats, ça marche. Et c'est prometteur, oui. Les relations entre élèves sont meilleures. Ça favorise aussi la participation, la créativité en classe. Et ils ont moins peur des examens parce que le prof met en place un cadre rassurant. Et de manière générale, cette initiative de l'UNESCO est prometteuse dans de nombreux pays. Mais l'UNESCO est en constante recherche de partenaires pour mettre en place ces programmes sur le terrain. Et ben voilà, on pourrait faire des écoles heureuses en France. Ce serait chouette. Marie, merci beaucoup. Belle initiative. J'imagine qu'on en apprend plus en allant sur le site de l'UNESCO. Exactement. Et en tapant Happy School sur son moteur de recherche préféré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Sébastien Dupont, Les Pères et la Paternité. Je le rappelle, un que sais-je absolument passionnant qui vient de sortir. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope D à la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.